Merci d'être là. Ça fait plaisir. Simon Boulris est avec nous. Yeah. Bonjour, Allô. bonjour à vous deux. Je pense que la plupart des gens te connaîtront comme un auteur, un grand auteur, parce que si je me trompe pas, tu es rendu à une soixantaine de livres. Oui, 71 même. 71. Oui. Bravo, bravo. Si tu avais à te présenter 71. à quelqu'un qui te connaît pas du tout, comment tu te décrirais? Ce serait quoi les chapeaux, les titres que tu utiliserais pour parler de ta carrière? Il y en a un qui est très grand. Toutes les têtes peuvent rentrer là-dedans. C'est le mot créateur. Mm-hmm. La création, c'est ce qui m'anime le plus. Puis c'est le mot que j'endosse le plus parce que j'aime la création sous toutes ses formes. Et même quand j'écris, mettons, une série télé, ma créativité va s'incarner même autrement que juste dans les scénarios en soi. J'aime participer au casting, j'aime créer quelque chose. Et j'aime avoir différents chapeaux. Donc, le mot créateur me représente bien. Puis un créateur plutôt joyeux. Le mot plutôt est important, mais la joie est importante dans ma vie et dans ma création. Moi, j'ai la création plutôt heureuse. Puis ça me vient beaucoup de Michel Tournier, qui est un essayiste et un romancier, mais un essayiste qui a été important dans ma vie. Dans un livre qui s'appelle Le miroir des idées, il opposait constamment deux concepts. Par exemple, la fourchette et la cuillère. La cuillère vient caresser pour venir cueillir le potage. La fourchette, c'est comme un trident, ça vient piquer. Donc, il oppose tout le temps comme ça le grenier et le sous-sol et la cave. Puis, il opposait la joie et le plaisir. Il dit que le plaisir, c'est parfois destructeur, c'est éphémère, c'est un petit plaisir. Alors que la joie, c'est la création. C'est quelque chose qui va durer. C'est bien beau. Et je trouvais que ça me... En tout cas, le chapeau me faisait de dire hey, moi, je suis dans la joie, j'aime ça bâtir quelque chose. Je suis moins dans les petits plaisirs de la vie, j'aime plus la grande joie de créer quelque chose qui va durer. Ou qui va espérer durer, plutôt. Ah, mais c'est beau, mon Dieu. Ben ouais. On dirait que là, maintenant, je viens de trouver le mot... pour décrire ce que je suis. J'étais comme... me semble, c'est long quand je décris ce que je suis, puis là... Tu viens de résumer des fois, ça. C'est la simplicité qui nous représente le mieux. Je pense que c'est la création. Création plutôt heureuse. Création plutôt heureuse, ouais. On aime. Moi, je vais t'en imposer un chapeau qui sera ambassadeur informel de la danse. Ah! Parce que j'ai envie de le nommer parce que moi, je te connaissais comme auteur, comme ça, je te suivais, puis ta personnalité pétillante m'a toujours attirée à travers les réseaux sociaux, puis toutes les entrevues que tu faisais. Puis à un moment donné, je me rappelle, j'écoutais un podcast de toi, puis là, tu as dit tout bonnement, si je me trompe pas, que tu travaillais dans une imprimerie avec Dave Saint-Pierre, oui. un bout. Ouais. Puis j'ai vraiment fait un comme... Mon Dieu, qui a dit Dave Saint-Pierre? Parce que, tu sais, la danse contemporaine, c'est même en 2025, ça peut être encore très champ gauche. Puis c'est rare que je me sens interpellée dans des médias, tu sais, qu'on parle de la danse comme ça tout bonnement et que ce n'est pas quelqu'un du milieu de la danse qui en parle. Fait que là, j'étais comme... Après ça, j'ai découvert que la danse était vraiment au cœur de ta personnalité, mais tu sais, c'est pas une pratique que tu fais professionnellement. Non. Puis je trouve ça le fun d'avoir des gens comme toi qui habitent la danse, qui aiment cette pratique-là, qui en font pas un métier, mais qui ont pas peur d'aller en voir, d'en parler, puis qui sont fiers de ça. Fait que merci, parce qu'on en a pas beaucoup. Tu sais, on a le discours facile de parler de nos musiciens, de parler de nos grands comédiens. Tout à fait. Mais tu sais, parfois, la danse, les artistes de danse, de cirque, de théâtre se font moins plugger par d'autres artistes, on dirait. Vrai. Fait que je te mets ce chapeau-là. Écoute, je l'accepte avec grande joie parce que j'ai toujours louvoyé autour de ce milieu-là qui m'a toujours séduit. J'ai fait un peu de danse. Je pense que Cégep Saint-Laurent, t'as Cégep Saint-Laurent, exact. J'étais dans la troupe de danse et donc j'ai côtoyé beaucoup de danseuses ou des futures danseuses à l'époque qui allaient à l'ADMI, qui allaient... il y en a beaucoup qui venaient des écoles de ballet. Et donc, à leur contact, j'ai découvert, mon Dieu, plein d'artistes. Au Vertigo, on allait voir ça, d'Alain Desnoyers, d'aller l'éveiller. J'allais voir plein, José Navas. José Navas, que j'ai vu plusieurs fois faire des solos. Donc, je me suis abonné à l'Agora de la danse à l'époque. Et c'est drôle parce que le théâtre a vraiment pris le dessus dans ma vie. J'ai étudié en théâtre et mon amoureux, ça fait 8 ans, un peu plus de 8 ans qu'on est ensemble, il était abonné à Danse. Ah oui. Et j'avais un peu délaissé la danse à un certain moment dans ma vie au profit... je me rappelle du FIND, je me rappelle du Festival international de nouvelle danse, qui a été un peu rapatrié par le FTA. Moi, j'aimais beaucoup aller au FIND et j'ai vu plein de... Je me rappelle de Manon Ligny
qui faisait un spectacle dans une salle de squash. J'ai vraiment aimé ça. Donc, j'aimais beaucoup sortir des sentiers battus par ce festival-là. Et donc, mon chum était abonné à Danse Danse. Mon chum, c'est un Danse, parenthèse, c'est le diffuseur spécialisé en danse de la Place des Arts. OK. Donc, la programmation de danse de la Place des Arts est vraiment prise en charge par cet organisme-là qui s'appelle Danse Danse. Et c'est une programmation exceptionnelle. Il y a souvent des très, très grands spectacles, des grandes tournées, des spectacles de partout dans le monde. Et j'ai renoué grâce à mon chum qui est très loin du milieu de la danse. Là. C'est un ingénieur minier qui fait de la moto. Okay. Il a toujours aimé l'art. Puis, et donc, et là, je suis retournée voir les spectacles à Danse Danse. Puis je fais, mais pourquoi j'avais arrêté ça? Pourquoi? Et là, je suis fière de dire que je suis l'ambassadeur l'année prochaine de Danse Danse. J'étais au lancement de saison. Puis j'étais comme, quelle bonne idée. C'est toi puis Citron Rose. Exactement. J'étais comme deux bons ambassadeurs, des publics différents, des styles différents. Deux publics différents ouais. et deux amoureux sincères de la danse. Puis moi, j'ai parlé, lors de mon allocution, j'ai parlé de la danse par procuration. Parce que il y a beaucoup de gens, mon chum, moi j'aime beaucoup danser, mais mon chum ne danse pas. Même pas à peine remuer des épaules. Mais j'ai l'impression que voir un spectacle de danse, il vit quelque chose par procuration qui l'assouvit. Il vit une catharsis corporelle. Je pense que voir quelqu'un faire un grand battement, il y a quelque chose en soi qui, ça ne paraît pas, mais ça remue, ça bouge à l'intérieur. Puis je pense que c'est sain au niveau kinesthésique, là, je pense que c'est intelligent d'aller s'abreuver à des gens qui sont libres. Leur corps est libre sur scène. Je pense que le corps s'abreuve et reçoit ça. Je pense que c'est pas tant dans la tête qu'on le reçoit. Moi, souvent, des fois, je comprends pas nécessairement le spectacle que j'ai vu, mais je le comprends cellulairement. Là. Je le comprends avec mon corps. L'empathie kinesthésique que ça génère. Puis l'empathie kinesthésique, moi, je la vis. Je la vis en tant que spectateur. Mais moi, comme j'aime beaucoup danser, je vais l'explorer aussi avec mon corps de façon plus modeste dans ma cuisine. Mais je vis quelque chose en tant que spectateur. Et mon chum, qui ne vit pas la danse, la vit à ce moment-là. Puis je trouve ça sain. Ben vraiment, c'est beau ce que tu dis. Puis je pense que ça nous amène à un autre rapport à la physicalité puis au corps sur scène aussi que dans la vie de tous les jours. Tu sais, il y a des gens, moi je réalisais aussi qu'il y a des gens qui dans la vie, je pense, le contact physique et la relation avec l'autre se passe dans l'intimité, dans la chambre à coucher. Si tu vas pas te faire masser par quelqu'un d'autre, tu vis pas le contact physique avec quelqu'un d'autre. Même si tu es un athlète sportif, tu peux faire des trucs très individuels où le contact devient dans quelque chose de plus agressif, défensif. Mais la danse, c'est quelque chose de démontrer des relations, de rentrer en rapport avec le corps de plein de façons. Oui, parfois, ça peut sembler sensuel, érotisé, mais parfois, il y a une agressivité qui est pas agressive. Il y a un contrôle du corps qui, je pense, intéresse beaucoup les gens, cette maîtrise-là. Et comme tu l'as dit, la liberté aussi, que t'es comme le potentiel. Tu sais, dans le fond, il y a des gens qui se servent de leur corps pour se lever, s'asseoir et se déplacer, mais il y a un grand champ de possibles là, avec tout ce qu'on peut vivre, là. C'est beau quand tu parles de la danse. Beaucoup, ce que tu dis, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Puis tu vois, je l'ai senti aussi quand j'avais la tribune cette année-là, qui était une émission culturelle à Télé-Québec. J'ai eu ça pendant 5 ans. Et l'idée, c'était de prendre une œuvre qui avait été marquante lors de l'année en question, mettons, 2003. Puis là, on parlait d'une œuvre importante en écho avec l'actualité culturelle. Moi, j'aimais le pont entre... je parlais, par exemple, de Marie Chouinard pour un spectacle marquant et je faisais un écho avec peut-être, mettons, Virginie Brunel. Et j'aimais ça, parler de danse à cette émission-là où on parlait pas beaucoup de danse à la télé, on en a jamais beaucoup parlé. Non. Puis Marie Chouinard, un jour, je la croise à la Place des Arts puis elle me dit merci. Et ça, là, que Marie Chouinard, tu dis, elle a un rayonnement incroyable, une tribune. Ben non, la tribune à la télé... J'ai cette tribune-là, j'en profité pour... J'aime sincèrement la danse. Ben, je vais la mettre en lumière. Puis c'était dans le mandat de l'émission, heureusement. Là. Mais j'étais content que Marie reconnaisse ça, l'amour véritable que j'ai pour son métier, pour la créativité, pour la création au niveau de la danse. Puis sa démarche m'a toujours vraiment beaucoup impressionné. Donc, j'étais bien heureux de ça. Ah, mais super. On a des petites questions rafales qu'on fait pour briser la glace, pour mettre la table sur la thématique. Parfait. Alors, qu'est-ce que tu penses de la place de l'art en milieu scolaire?
Je suis mitigé, OK? Parce que je trouve il y en a. Il y en a, tu sais, souvent, j'entends des « Ah, il n'y a pas assez d'art dans les écoles ». Moi, je vois de tout, parce que je vais beaucoup dans les écoles et je vois une chose et son contraire. Ouais. Je peux pas dire qu'il y a un dénominateur commun dans ce que j'ai vu dans les écoles au Québec. Ça vient beaucoup des professeurs et de la ferveur des enseignants. Et des directions aussi. Et des directions, tu as tout à fait raison. Les directions, quand il y a un directeur ou une directrice qui a le cœur ouvert pour l'art, ça se reflète partout. Ouais. Dans les bibliothèques, ça se reflète dans un artiste à l'école. Il y a beaucoup de professeurs qui font venir. En tout cas, moi, j'en suis la preuve. Là, je suis allé souvent dans les écoles et je vois de tout. Donc, je suis ambivalent. C'est-à-dire que naturellement, qu'il y a un manque criant d'argent, je pense qu'on devrait investir massivement pour avoir des artistes à l'école parce qu'il y a une différence réelle. Je la reçois de la part des parents après l'activité et la part des professeurs qui me disent on en a parlé beaucoup après ton passage ou il y a 2-3 élèves qui ont voulu écrire une histoire suite à ton passage. Donc, il y a des échos directs, puis j'en ai aussi sur Facebook et Instagram des parents qui me disent mon enfant voulait aller à la bibliothèque. Jamais... Le nombre de fois où j'ai reçu ça, là, depuis que tu es venu à l'école, mon enfant me demande d'aller à la bibliothèque. Oh. Je trouve que les impacts des artistes ou de la culture en milieu scolaire, surtout chez les plus jeunes, est moins dans le quantitatif, mais plus dans le qualitatif. Oui. C'est peut-être pas toute une classe qui va avoir un impact, mais celui qui va avoir reçu quelque chose, ça va être d'une portée là, incroyable. Vraiment. Moi, souvent, avec la danse, j'ai on les met dans des boîtes, on fait des stéréotypes, on est comme, tu vas voir, mes petits gars, ils vont pas participer, ou tu vas voir, cet élève-là risque d'être très difficile. Puis c'est souvent celui qui vit un moment d'épiphanie, puis t'es comme, ben c'est ça, c'est que toute l'approche qu'il vit en milieu scolaire est pas adaptée pour lui. Puis là, on a amené, tu sais, il faut souvent convaincre les enseignants. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Même parce que toi, puis tu vois, j'ai les yeux pleins d'eau parce que me reviennent plein d'histoires de ce type-là où on me dit ça marchera pas avec lui. Puis je vois la surprise. Même des fois, le professeur m'avertit pas, mais je le vois dans la surprise de mon Dieu, l'enfant vient de se révéler aux yeux de son prof. Il ne l'avait jamais vu sous cet aspect-là. Puis le nombre de fois où j'ai fait beaucoup d'ateliers de théâtre avec les enfants, ou dans une impro, ou encore plus dans les chaises d'émotion, c'est un jeu que je fais beaucoup avec les enfants, à partir d'une phrase qu'on cueille dans un livre, une phrase très sobre, on donne plein d'intentions, la peur, la joie, la colère. C'est un jeu tout simple, mais c'est un jeu de la vérité. Puis souvent, je leur dis, si on touche pas la vérité, on redit la phrase. On prend le temps de la vivre. Puis, évidemment qu'il y a des enfants... C'est confrontant quand même. C'est confrontant, absolument. Il y a des enfants qui ça marche pas, puis c'est correct. Genre, on l'a pas trouvé. Il faudrait même jouer à ça avec des adultes. Avec des adultes. Dans un party de famille. OK, assis-toi sur la chaise, là. Ma tante, t'es pas juste... T'as pas vraiment peur. Redis la phrase. Allez. Aie peur, ma tante. Aie un peu de joie, ma tante. Mais des fois, mettons, des fois, la peur, on peut le sauter, ou la tristesse. Il y en a qui veulent moins aller dans la tristesse, puis je l'accueille toujours, bien sûr, mais le nombre de fois où j'ai vu des enfants se révéler et que c'était inattendu et pour eux et pour l'enseignant. Ça doit être magique à voir. Ça, pour vrai, c'est ça, le pouvoir de l'art à l'école, comment ça peut faire une différence. Moi, j'ai pas eu accès à ça quand j'étais jeune. Je me suis débrouillé comme un grand, puis j'étais porté vers l'art, mais il n'y en avait pas beaucoup à l'école. Puis je suis retourné à mon école secondaire pour un tournage il y a quelques années, une émission qui s'appelait Coming Out, qui était animée par Debbie Lynch-White. Et on revivait le moment où on a fait notre coming out avec mon amie Debbie, donc, et j'ai dit que mon safe space, mon lieu sécuritaire dans cette école-là, c'était la bibliothèque, où je travaillais sur l'heure du dîner. Et la bibliothèque était devenue une classe. Oh non! On avait poussé les rayons et il y avait maintenant des bureaux. Ça, c'était ton école primaire ou secondaire? Mon école secondaire. Puis ça m'a attristé de me dire, hey, on est bientôt 30 ans plus tard, là, ça fait plus de 20 ans que j'ai fini l'école secondaire. Je peux pas croire que plus de 20 ans plus tard, on espère toujours qu'il y ait le mieux pour la génération qui suit. Puis là, je me dis, et moi, la bibliothèque, ça a été un repère. Puis là, c'est un repère qui est... C'est pas pareil. Une bibliothèque classe, c'est pas pareil. T'as des bureaux, c'est pas... c'est connoté, c'est pas la même affaire. Ça m'a vraiment attristé. Donc, pour répondre à la question, il y a de tout. J'ai vu un lab-école. Lab-école, c'est exceptionnel. C'est les écoles qui ont été créées. Il n'y en a pas beaucoup qui ont été créées
avec l'architecte Pierre, Pierre Ah Thibault. oui, Pierre j'ai Thibault, vu merci, ça. qui est brillant. Moi, j'ai tellement aimé son livre sur la beauté. Ouais. Avec Ricardo Larrivée sur la nourriture. Donc, Ah oui. et, Il y avait passé à Tout le monde en parle quand Oui. c'est sorti pour et parler moi, de j'ai eu ça, la là. chance de visiter une de ces écoles-là, puis j'ai vu à quel point que l'art était au cœur de l'école. La cour de récré, ça c'était absolument brillant. La cour de récré, tout est vitré, donc on se sent toujours en sécurité. Moi, c'est un lieu anxiogène pour moi, où j'étais livré à moi-même et où je vivais de la violence. Là, tous les professeurs, les directeurs, les gens de la direction circulent autour. On voit tout ce qui se passe dans ce lieu. Donc, c'est un périmètre sécurisé et hyper ensoleillé. Puis donc, il y a de la lumière partout. Il y a de la cuisine. Il y a un auditorium. Et c'était tellement intelligent comment c'était. Ça me donnait envie d'aller à l'école. Donc, Ben oui. tu sais, l'idée d'aller à l'école puis que l'art soit partout. Premièrement, que ça soit beau, que l'école soit belle. Donc, tu arrives, puis l'architecture est déjà invitante. Donc, il n'y en a pas assez, là, bien sûr. Ouais. Bien sûr qu'il n'y en a pas assez, mais c'est que j'ai vu de tout. Oui, il y a des, Et- il y a des trucs magnifiques qui se Il passent. y a des puis- trucs magnifiques, puis il faut aussi le souligner, puis ça vient beaucoup, beaucoup des directions puis des professeurs qui... C'est juste, mettons, culture à l'école, le nombre de fois où un professeur m'invite, a lu mes livres avec les élèves. Puis là, les élèves, ils connaissent déjà un peu ce que j'ai fait, et donc, la rencontre est plus stimulante parce que ils ont des questions, parce qu'ils ont des questions précises sur ce que j'ai écrit. Il y a quelque chose de magique qui se passe souvent. Et dans la classe qui suit, des fois, c'est, mettons, Madame José qui m'invite et Madame Mireille à côté a pas lu. Je veux pas dire qu'elle est obligée de lire les livres avant, là, c'est pas ça. Je sais que les professeurs en ont beaucoup, mais c'est que l'expérience des enfants est complètement différente quand ils savent pas je suis qui. Parfois, oui, il y en a un ou deux qui va passer un beau moment, mais souvent, si j'ai vu des moments où le professeur corrige pendant ma présentation, et donc, de voir leur professeur qui ne m'écoute pas, ça légitimise le fait qu'eux ne m'écoutent pas. Ils voient la professeure désintéressée, se désintéresse de la rencontre, et la rencontre est moins le fun pour tout le monde. Donc, j'ai le même élan, j'ai le même bagou, j'ai le même bagage, mais les rencontres sont très différentes, dépendamment de la ferveur. de C'est le mot que j'aime l'enseignant, utiliser. puis Ouais. de pas voir aussi la visite d'un artiste invité comme étant un break, entre guillemets, ou même s'il corrige, c'est pas un break, mais comme étant une pause de ta tâche. Tu sais, il faut que tu aies un réel investissement parce que Oui, les élèves le voient dans le regard de l'enseignant, la perception les que ça élèves, ils jette. captent tout. Oui, oui. Il voit, il prend ça. Puis moi, je fais tout de suite, OK, ce prof-là, c'est un break pour lui. Ouais. C'est pas un break, tu sais, je suis pas le professeur. J'ai même déjà vu des fois, plus maintenant. Parce que maintenant, j'ai la chance d'être un peu plus connu. Puis je pense que c'est une chance parce qu'il est comme, ça vient avec un respect qui devrait être là d'emblée. Mais souvent, les professeurs sont plus contents de me recevoir. Mais au début, quand j'ai commencé, là, des fois, les professeurs allaient faire des photocopies, ils partaient pendant 20 minutes. Oui. Puis je comprends l'idée d'avoir une petite pause, je le comprends. Mais je suis pas le professeur, je connais pas les noms des élèves, puis je suis T'es pas, pas là pour faire je de suis la pas un discipline. suppléant, Ouais, je c'est suis pas un ça. suppléant, je suis vraiment là pour, je me vois comme une bougie d'allumage. J'ai envie, c'est une phrase qui vient d'André Brassard, il ne s'agissait pas de t'enseigner, mais de t'enflammer. J'ai toujours trouvé l'image tellement belle, là, tu sais, l'embrasement c'est vraiment attiser quelque chose. Mhm. Et je pense que j'ai réussi à quelques reprises à le faire en partant de mon parcours, comment moi l'art m'a attisé, comment ça m'a élargi. Puis j'en parle avec beaucoup de modestie, je pense, parce que j'ai un rapport modeste à l'art, parce que je viens pas de ce milieu-là, parce que j'étais dilettante à l'os, j'étais bien instinctif dans mon rapport à l'art, puis j'étais pas un bon lecteur au départ, je leur dis, j'ai commencé en lisant des archis. Ça a été Mhm. ça ma porte d'entrée. Parce que j'aimais pas quand il y avait trop de mots. J'aimais les dessins. Puis j'aimais ça quand c'était drôle. Fait que j'ai lu des archis. Pour ça, j'ai lu des romans frissons. Là, je leur parle de ça, puis ils voient à quel point que ça résonne avec leur... Il y en a qui sont beaucoup plus avancés que ce que je l'étais à leur âge, mais il y en a qui font... Bon Dieu, il est comme moi. Moi aussi, je suis pas un lecteur instant. Tu sais, c'est pas gagné d'avance. C'était pas gagné d'avance pour moi. Puis en disant ça, on dirait que j'ouvre la porte pour n'importe qui. Je leur dis, c'est à ta portée toi aussi. Ouais, ouais. Aujourd'hui, je suis un très bon lecteur, je le sais. Ben, en tout cas, je pense que oui. Là, Ouais. je lis vraiment beaucoup, puis je suis un lecteur actif. Je souligne dans mes livres. C'est pour moi, c'est une activité sérieuse et ludique. Mais quand j'étais jeune, je tombais tout le temps dans l'une, puis je leur dis ça. Je manquais de concentration.
tout était plus intéressant que le livre. Je sortais, puis mon esprit vagabondait. Mais c'est que t'es un modèle accessible pour les jeunes. Je pense que oui. Je pense que, humblement, je pense que je suis très accessible parce que je reconnais que je suis rempli de failles et d'imperfections, que j'ai pas été un artiste instantanément. J'avais une fibre, j'avais ce désir-là, j'avais le feu, et je l'ai nourri. J'ai nourri ça par Ce qui a nourri ma créativité, c'est les livres, les spectacles, les petits spectacles. J'avais pas accès à beaucoup de spectacles quand j'étais jeune. Ça a beaucoup été ce que j'ai vu à l'école ou même ce que je voyais au Beau Dimanche. Donc, moi, je leur dis, vous avez, tu sais, c'était ça, moi, mon accès, c'était les Beaux Dimanches. Je dis, vous avez YouTube. C'est formidable, YouTube, tu peux voir des spectacles sur YouTube. Intégral, parce qu'il y en a beaucoup qui sont sur YouTube. Je leur dis, il y a des spectacles là-bas. Moi, je devais attendre les dimanches à 8h, il allait se passer quelque chose, des téléthéâtres, puis tu peux en trouver sur YouTube. Si ça t'intrigue, là, écoute une scène, écoute... Puis il y en a pour tous les goûts. Ouais, je pense il y en a pour tous les goûts, dans toutes les disciplines artistiques, je pense qu'il faut constamment le rappeler à notre entourage qu'il y en a pour tous les goûts. Ouais. Puis on dirait qu'il y a des médiums comme la musique, parce qu'il y en a des quantités incroyables, qu'on comprend très bien. Tu sais, on va souvent demander aux gens quel style de musique t'écoutes. On comprend qu'il y a des styles. C'est vrai qu'on pose pas ces questions-là dans les autres. Non, on va aussi vers qu'est-ce qui est plus populaire. Ou que, tu sais, au Québec, mettons, pour la danse, contrairement aux États-Unis, on a quand même une plus grande culture de la danse contemporaine. Tu sais, on a des institutions, on a des gens formés là-dedans. C'est ça qu'on exporte le plus. On a beaucoup de compagnies. Fait que les gens dans la danse contemporaine comprennent pas à quel point aussi il y a différentes nuances puis différentes signatures chorégraphiques. Puis c'est pas parce que tu as vu un spectacle de danse ou de danse contemporaine que tu vas toutes les aimer ou pas les aimer. Ouais. Puis même chose avec la lecture. Juste le type de lecture, c'est niaiseux. Moi, j'ai grandi avec un père qui tripait sur les bandes dessinées, mais les bandes dessinées de type Luc et Luc, Tintin et Astérix. Ouais. Fait que moi, dans ma tête, je pensais que des BD, c'était ça. Je me suis pas sentie interpellée par l'esthétique. J'ai jamais vraiment aimé lire parce que je tombais toujours dans la lune. C'était pas assez impliquant pour moi. Jusqu'à temps que je lis Incendie d'Ouajdi Mouawad au cégep. J'ai aimé parce que, c'est un texte théâtral. Fait que j'ai compris que la notion de personnage, le fait que le livre est quand même petit. Ouais. Puis, il y a environ 2 ans, j'ai réalisé que j'étais une grande fan de bandes dessinées, en fait, parce que j'ai découvert que les bandes dessinées, c'était pas juste des mangas et des Tintins, mais qu'il y avait des BD aussi avec une approche féministe. Il y avait des BD pour adultes plus érotiques. Il y avait tout ce report-là à l'image, au dessin, que je trouvais, pour moi, c'est tellement important, le beau, l'esthétique, puis les émotions. Fait que de voir des images, des dessins, puis j'étais comme, bon, ben, c'est à 30 ans que je découvre que je tripe ces BD, dans le fond. C'est fabuleux. Je cherchais. Je trouve ça fabuleux. Dans ma tête, on dirait que je pouvais pas arriver à l'évidence de dire, ben moi, j'aime pas lire. Tu sais, parce que je l'ai eu longtemps, ce discours-là. Moi, je lis pas. Tu sais, c'est trop passif ou c'est pas pour moi, mais je suis comme, non, j'avais juste pas trouvé ce que j'aimais lire. Tu dis ça, puis ça me rappelle, moi aussi, que mon père lisait Astérix, puis j'ai jamais tant allumé là-dessus. Mais les romans graphiques aujourd'hui aussi, j'en lis plein. Puis ma première pièce de théâtre, je pense que c'était Brou. En tout cas, je me rappelle avoir vu Brou avec mes parents. Puis je reconnais que ça a plein de qualités, Brou, mais j'avais pas aimé ça. Mm-hmm. Et je me rappelle, tu sais, quand tout le monde rit, puis toi, tu ris pas, à quel point que ça t'isole. C'est comme si je comprenais pas. Tu te sens incompétent. Je me sentais complètement incompétent. Je me disais, je pense que j'aime pas le théâtre. Alors que c'est ce que j'ai le plus fait dans ma vie, c'est du théâtre. Mais ma première rencontre n'a pas été heureuse. J'ai cru que c'était ça. Et j'avais pas... et c'est un peu triste de dire ça parce que je sais que c'est une pièce importante au Québec, mais c'est pas le théâtre qui me fait vibrer, moi. Mais après ça, j'ai vu autre chose, puis j'ai fait « Ah, mon Dieu, oui! Quand j'ai vu « Je suis une mouette, non, ce n'est pas ça », j'avais 17 ans. C'était Serge Deloncourt qui avait fait une réécriture de la pièce de Tchekhov. Il y avait Suzanne Clément dans la pièce, puis il y avait Annick Bergeron, puis j'ai vibré comme j'avais jamais vibré avant. Puis j'ai fait... Je suis sortie de là en me disant « Je veux faire ça ». Puis je savais pas si ça voulait dire écrire du théâtre, en jouer, faire la mise en scène. Je voulais participer à ça. Je voulais être dans ce monde-là, de cette vérité-là que j'avais ressentie en tant que public. Donc, mon déclic qui est arrivé à 17 ans, j'avais pas eu accès à ce genre de théâtre-là avant. Puis mes parents aimaient le théâtre d'été, fait que j'allais voir, ou du théâtre en été qu'on appelle aujourd'hui.
je m'en vais en voir ce soir, là. J'aime ça, des comédies. T'en Là, vas voir quoi? je vais en dis-nous? voir Toc Toc Ah oui, Oh my à God. l'Assomption. à l'Assomption. On connaît ce show. Regarde. Je l'ai vu d'ailleurs en 2007. Ouais. Je Mais cherchais, c'est je bon, voulais juste là. la confirmation sur mon Hotmail. Fait que je suis allé voir, j'ai tapé Toc Toc, puis je suis tombé sur Ton quand je l'ai vu en ancien 2007, quand je sortais de l'école de théâtre. C'est vraiment un bon show. Oui, c'est un C'est bon. punché. Oui, c'est punché. Mais juste à revenir sur le fait, je trouve ça vraiment le fun que tu ailles dans les écoles puis que ça allume du monde parce que j'avoue que le discours que tu viens d'avoir, j'aurais aimé ça l'entendre quand j'étais un enfant. Parce que moi, le seul référent que j'avais, c'est mais je suis pas bonne en lecture, puis je tombe dans ma bulle, puis je finis la page, puis je sais pas ce que j'ai lu parce que j'étais pas concentrée. Puis c'était beaucoup axé sur les notes. C'est comme, mais là, faut que tu lis pour répondre aux questions que la prof a fait, tu sais, puis comprendre ce que tu as lu, répondre. Fait que moi, dans ma tête, c'était juste associé à j'ai pas des bonnes notes, puis je suis pas bonne, tu sais. Fait que là, j'aurais aimé ça, moi, quelqu'un arrive, puis attise la flamme, là, tu sais, ou... Puis il y en a plein, Mais- tu sais, dans Culture à l'école, le catalogue, là, il y en a plein d'artistes qui ont envie de partager, d'allumer. Puis des fois, il y a aussi des projets. J'en ai fait, entre autres, tu connais peut-être PGLO, l'école Paul Gérin-Lajoie à Outremont. Il y a des classes de nouveaux arrivants. Puis avec eux, il y avait le documentaire Bagage, puis il y a eu le livre Bagage. Donc, c'est de la poésie. J'animais les ateliers de poésie avec des jeunes de tous les niveaux. Il y avait 7 classes. Je ne sais pas si encore 7 classes maintenant. La première classe, là, c'est ils savent dire bonjour, c'est tout. Là. Et la dernière classe, la classe de Mme Nathalie, c'est incroyable comment c'est fou leur évolution et souvent leur français. Je sais que la comparaison est peut-être pas très heureuse, mais leur français est souvent plus solide que ceux qui sont nés au Québec parce que leur dictionnaire, c'est le prolongement de leur main. Ils vont toujours valider avec chercher le bon mot. Oui, puis ça devient une nécessité quasiment de nécessité. survie pour Oui. eux d'apprendre la langue d'ici. Absolument. Là, Puis c'est souvent leur troisième langue. Ouais. Souvent, c'est leur troisième langue. Puis ça a donné un livre exceptionnel. Donc, ce genre de projet-là, ou de pièces de théâtre, il y en a beaucoup dans certaines écoles. Puis il y a des projets. Donc, ces projets-là viennent les valoriser complètement. C'est fou. Ils ont, tu sais, publié un livre à cet âge-là. Puis j'ai vu leur fierté. J'ai vu à quel point... Je les revois après ça. J'en ai recroisé par la suite 5 ans, 6 ans plus tard. Puis ils ne deviennent pas nécessairement artistes, mais ça les élargit. Le contact à l'art, que tu deviennes un artiste ou pas, ça va être utile toute ta vie. Ah oui, c'est un vecteur de transformation, la médiation culturelle. Là, puis c'est de l'éducation non formelle aussi. Là, fait que c'est justement la façon d'aller chercher d'autres gens puis d'autres approches. Est-ce que j'en oui, prends ouais. OK. Il y en a 3. Alors là, j'arrive à la deuxième. Ton move signature sur le dance floor. Premièrement, est-ce que tu sors danser dans les bars, Simon? Pas tellement. Pas tellement. Pas tellement parce que je suis... premièrement, j'aime pas l'alcool. Et je suis un peu agoraphobe. OK. Donc, c'est quoi, agoraphobe? C'est La peur des foules. Les Ah, foules. OK. Tu sais, mettons, voir un spectacle, mettons, au Francophonie, tu sais, à l'extérieur, là. Tu vas pas être dans le milieu. Mon Dieu, même en périphérie, ça m'angoisse un peu. OK. J'aime beaucoup être assis Le théâtre, là, je connais les salles, ça me rassure un peu. Les parcours théâtraux, je suis un peu déstabilisée, puis j'aime ça. J'aime ça être un peu déstabilisée. Ça demeure souvent chapeauté par un théâtre que je connais. Fait que mais même à l'étranger, tu sais, le rapport théâtral, je le connais, mais le rapport de festival, ça, pour moi, c'est plus confrontant. Il y a parfois des gens qui sont plus agressifs, des personnes plus agressives. Parfois, Agressif, intoxiqué, tout ça. J'ai animé dans j'ai été mascotte pour plein d'événements, notamment pour l'Auto-Québec. Je faisais les boules Auto-Québec, puis je réalisais que c'était confrontant à posteriori. Je me dis, comment j'ai réussi à faire ça? Ouais, Je c'est sais pas. Mais aujourd'hui, je m'écoute beaucoup plus, donc je sors peu. Cela dit, mettons... longtemps chez Marie-Louise Arsenault, quand je faisais l'émission Plus on est fou, plus on lit, il y avait un party, il y avait son dance floor. Et ça, pour moi, c'était un lieu sécuritaire parce que c'était du monde que je connaissais beaucoup ou des gens que j'aimais. Là, c'était plein d'artistes réunis, des journalistes. Et j'avais beaucoup d'espace parce que Marie-Louise sait que j'aime danser. Puis on m'incitait beaucoup à danser. Et j'en ai donc... J'ai quelques moves signatures. Je dirais ton grand battement, non? Quand tu as la chance de le plugger. J'ai mon grand battement, mais je fais aussi mon tape-fesse, qui est un mouvement que j'ai... je pense pas que je peux le faire ici parce que c'est beaucoup trop petit, là, mais mon tape-fesse, ça consiste à... Je me donne une swing, je viens me taper la fesse
Comme ça. Comme de côté. Comme ça. Puis je suis pas ambidex. Je le fais juste d'un côté. De l'autre côté, il est moins beau. Mais il y en a un qui est vraiment fracassant. Puis j'ai fait Big Brother cette année. Puis quand on fait Big Brother, on va tourner une petite vidéo pour nous introduire. C'est dans le générique. Puis, t'as-tu des mouvements signatures? Mon Dieu, je n'ai que ça. Puis j'ai réalisé que j'en avais vraiment genre 4-5. Fait que j'ai tout... Et ils ont gardé le tape-fesse. Donc, Allez écouter le générique. Écoutez le générique de C'est Big ça, le Brother, vous allez tape-fesse. voir mon tape-fesse. C'est sensationnel. Non, mais quand je vais dans les écoles, je leur montre à quel point que j'aime que le corps exulte, puis que je leur montre mes mouvements que je fais. Donc, le saut de la crevette. J'ai inventé le saut de la crevette aussi, où je viens effleurer mon oreille avec mon pied. Donc, plein de mouvements comme ça que j'aime. Le cogne-poing. Oh mon Dieu, tac-tac. Alors, plein de mouvements comme ça. Hey, mon Dieu, à un moment donné, j'étais avec... Mais moi, j'aimerais ça que Oui. ça soit un roman graphique, un livre graphique où tes personnages font tous tes mouvements signature. Ça pourrait être le fun. très C'est comme une BD. Mais non, Oui. oui, c'est ça. Un bonhomme, BD un petit de- bonhomme qui danse. là. Ah, puis, il y en a un autre. OK, je vais aller avec la troisième. Quel roman québécois devrait être adapté au cinéma ou sur scène? Je vais y aller avec le roman qui m'a le plus touché ces dernières années. Je ne vais pas être original, mais c'est Caroline Dawson avec Là où je me terre. Pour moi, c'est l'œuvre la plus bouleversante que j'ai lue ces dernières années. Puis, Jocelyn Lebois en a fait une adaptation, un roman audio magnifique. Vraiment, vraiment très, très belle. Est-ce que c'est le livre qui est comme orange mauve, là? Ouais, je l'ai vu Exactement. passer. Oui, c'est un livre bouleversant. Donc, c'est un récit. Mais Caroline, à l'époque, je pense qu'elle avait un malaise d'utiliser le mot récit, donc elle avait utilisé le mot roman. Euh, Caroline nous a quittés il y a un peu plus d'1 an. Elle avait un cancer. Mais quand le livre est paru, elle n'avait pas encore de diagnostic. Elle était plutôt en santé. Moi, je la connaissais déjà, Caroline. Et elle a publié 3 livres de son vivant. Un livre pour enfants, très beau. Un recueil de poésie. Mais ce livre-là, c'est un classique instantané. Je n'avais parlé à cette année-là en disant, j'ai l'impression qu'on va en parler très longuement de ce livre-là. Que ça va être je pense que je l'avais décrit comme un classique à venir. Puis je pense que je me donne raison parce que je connais pas personne qui a pas été bouleversé à lire ce Ça livre-là. parle de quoi? Alors, ça parle de son déracinement. Elle vivait au Chili avec ses 2 frères et ses parents. Puis le jour de Noël, il fuit le régime de Pinochet, sont dans l'avion, puis atterrit au Québec. Et donc, c'est à la fois l'assimilation, mais moi, ce que j'aime beaucoup de ce livre-là, c'est qu'il y a à la fois une reconnaissance pour le peuple accueillant que nous sommes, et en même temps aussi une part de reproche, une part d'amertume et de révolte. Et je trouvais que ce mélange-là, c'est-à-dire que de reconnaître ce qu'on lui a apporté, mais de nommer aussi ce qu'elle a perdu. C'est plein de petites scènes. Et la juxtaposition, il y a 2-3 scènes, à quel point, entre autres, il y a un moment où elle mange du dolce leche, puis elle a honte parce que tout le monde mange la même affaire à l'école, puis là, on rit un peu de ce qu'elle mange, puis elle cache, puis elle tente d'écraser son lunch, puis d'écraser ce qu'elle est. Mais il y a un moment, pour moi, c'est le moment angulaire. Moi, j'aime tout le temps ça, quand tu lis un livre, tu fais ça, c'est le cœur est là. Et pour moi, le cœur, c'est quand elle se ramasse dans un party chez un super beau gars, un peu bourgeois, puis là, je pense qu'elle est en secondaire 5, puis là, elle va bien, elle se trouve belle, puis... Et elle réalise que sa mère fait des ménages dans cette maison-là. Et ce déséquilibre-là, c'est comme si son désir pour le gars vient de se dégonfler d'un coup. Ce qu'elle vit, le frisson qu'elle vit de cette prise de conscience-là, de tout ce que les parents ont sacrifié, qu'elle n'a pas observé quand elle était jeune, c'est vraiment, elle réalise un peu plus tard à quel point que ses parents ont tout sacrifié pour les 3 enfants. C'est beau, c'est un hommage aux parents, c'est un grand, grand livre. Puis je pense que ça ferait un grand film aussi. Puis
puis aussi pour Ben, la t'en mémoire. parles, Mais là, j'ai des frissons, Ouais. puis j'ai C'est même ça. pas rien lu encore. Ça me fait un peu penser, peut-être que je suis très loin, mais à Rue, un peu, là, de Mais Kim Chiu, on est vraiment dans des zones similaires, je dirais. En fait, c'est deux récits de déracinement, en plus à des moments. Mais ce que j'aime, tu sais, Kim incarne beaucoup le grand sourire, la main tendue, la reconnaissance. J'aime que chez Caroline, c'était une sociologue aussi. Très, très brillante, très nuancée, et ça donne un livre qui. Puis je veux pas rien enlever à Rue, là. Oui. C'est deux expériences différentes. Mais on dirait que Caroline, il y a une lucidité, puis il y a peut-être moins de compromis chez elle. Il y a des choses qu'elle accepte pas. C'est plus tranchant. Je trouve qu'il y avait une colère chez Caroline qu'on retrouve pas, par exemple, chez Kim. Mais Kim, il y en a une aussi, mais elle a la colère tellement joyeuse. Tu sais, c'est une révoltée dans un grand sourire. Donc, c'est quelqu'un, moi, je la côtoie, là, Kim, là, c'est une des personnes les plus lumineuses à côtoyer dans sa vie, là. Je vous la souhaite dans votre vie, là. Mais Caroline, sa lucidité et son honnêteté constante, ça donne une œuvre qui est pleine de nuances. Et qui n'est pas que valorisante pour le Québec. Puis je trouve ça le fun, que ce soit permis ça. Je trouve que c'est vraiment une œuvre importante. J'ai envie justement de continuer avec le thème de la nuance, si tu veux déposer ça. Oui. Parce que quand je pense à tes œuvres, pour moi, il y a Simon Ludic. T'écris beaucoup pour les jeunes, t'es en contact avec eux, tu vas dans les écoles, mais quand t'as aussi des livres qui s'adressent à nous, si je pense à Géolocaliser l'amour, qui est quand même un récit que je pourrais dire 18 ans et plus, surtout si on l'a vu, les gens qui l'ont vu adapté à l'écran, il y a quelque chose de très érotique. Ouais. Je me suis demandé, j'ai pas une question en précis, mais comment tu gravites ces deux pôles-là de écriture jeunesse, écriture plus érotique ou juste pour un public adulte? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es empêché de faire un et l'autre pour pas déranger les publics? En même temps, c'est deux publics complètement différents qui vont pas être en contact avec les autres œuvres. Fait que comment tu navigues dans tout ça? Écoute, j'œuvre par instinct dans la vie, puis c'est drôle, mon amie Chloé Varin, qui écrit surtout pour les jeunes, Chloé Varin, à un moment donné, elle se fait approcher par Stéphane pour écrire dans... Moi, j'en avais des nouvelles érotiques. Il y avait Nu, Cru. En tout cas, je pense, le travaux manuels, c'est celui dans lequel j'ai publié. Mais je pense que le premier, c'était Nu, si je me trompe pas. Puis elle me dit, « Ah, mon Dieu, Simon, toi aussi, tu vas écrire là-dedans. Est-ce que tu as un malaise d'écrire une... Aucunement. Moi, en fait, je me pose pas ces questions-là. Je pense... moi, je prends pour acquis, puis elle a le droit de se les poser, là. C'est très bien qu'elle se les pose, mais moi, je me pose pas ces questions-là. Ouais. Peut-être parce que je suis plus instinctif par rapport à ça, ou c'est que je vois... Je comprends, je conçois tellement bien que on est multiples. Et il se trouve qu'en tant qu'auteur, je suis multiple aussi et je m'intéresse à tous les lectorats, à tous les lecteurs et les lectrices. J'aime beaucoup écrire pour les petits, vraiment, vraiment beaucoup. J'aime autant écrire pour les jeunes que les ados, que les adultes. Et j'aime cette diversité-là. Et j'aime autant... J'aime alterner, en fait. J'écris tout le temps un livre pour les petits puis pour les adultes. Puis en même temps... j'ai écrit pour Passe-Partout, j'ai écrit Chouchou, qui est une série vraiment pour adultes. Puis on se dit, oui, mais l'écart est tellement important. Oui, mais la personne qui écoute Passe-Partout va pas écouter Chouchou tout de suite. Là. Elle peut l'écouter un jour si elle le veut. Puis moi, j'ai toujours pris pour acquis que le meilleur censeur, c'est nous-mêmes. Les enfants, moi, j'ai toujours fait confiance. L'enfant qui veut lire un roman pour adolescents, si c'est pas pour lui, s'il sent que c'est pas pour lui, il va arrêter sa lecture. Moi, je ne pense pas que c'est aux parents ou aux professeurs à dicter ça. Le meilleur censeur, c'est toujours l'enfant ou l'ado ou l'adulte. Moi, ça m'est arrivé de... Moi, j'ai été élevé comme ça. J'ai été élevé dans un club vidéo où je pouvais voir tous les films que je voulais. C'était pas des romans, mais c'était des films. Tous les films étaient à ma disposition. Mes parents étaient vraiment... Peut-être moins les films érotiques, on s'entend, là, mais les films d'horreur, les films d'action, les suspens. J'ai vu des films très troublants, très, très jeune, mais moi, j'étais prêt à ça. Puis en même temps, il y en a qui m'ont plus troublé que d'autres, puis c'est correct aussi d'être marqué par une œuvre, puis d'être choqué, puis d'être...
Kafka dit que l'écriture, l'art, c'est aussi un coup de hache dans la mer gelée en nous. Moi, je pense que ça peut aussi nous heurter. Même quand t'es petit, il y a des gens, là, j'ai lu un garçon qui a été bouleversé en écoutant E.T. quand il était jeune, ça l'a traumatisé. Moi aussi, il y a des films qui m'ont traumatisé, puis ça fait qui je suis, puis c'est une bonne chose. C'est pas un trauma... c'est pas un trauma traumatisant tant que ça, là. C'est une œuvre d'art qui nous a secoués. Ben, c'est comme ça qu'on apprend à définir nos limites, puis Ben ce qu'on est capable de prendre, puis nos goûts. Sinon, on est aseptisé, sinon on est dans une bulle de protection. Puis je pense pas que c'est payant en tant que consommateur d'art d'être tout le temps en train de se protéger. Je pense qu'il faut sortir de notre zone de confort, même quand t'es petit. J'ai vu des affaires troublantes, puis ça a nourri ma fascination pour plein d'affaires. Ça m'a complexifié, je pense. Donc, je vais continuer à écrire à la fois Chouchou et Passe-Partout. C'est tellement beau dans la même phrase. C'est vrai, Chouchou et Passe-Partout, je me révèle autant dans Passe-Partout que dans Chouchou. C'est la même personne, c'est le même artiste. Je m'adresse pas au même lectorat, c'est tout, au même public. Oui, puis comme en chacun de nous, il y a une part de lumière puis une part d'ombre qui existe. Mais je Fait trouve que ça beau, le côté ouais. ludique, enfantin, il faut rester connecté à l'enfant en soi, au créateur, à la créativité, puis c'est correct d'aller chercher, jouer dans des zones plus différentes. Mais ce qui est fun, c'est qu'il y a des gens, profondes. mettons, qui ont vu Chouchou, OK, puis en fait, hey, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Ça m'a donné envie de lire tes romans. Puis là, j'ai lu tes romans pour adultes. J'en ai peut-être, je sais pas, 6, 7. Après ça, je voulais en lire d'autres. J'ai lu tes romans pour ados. Puis Mais un roman pour ados, c'est à partir de 14 ans, tu as ce qu'il faut pour entrer dans cette œuvre-là. Mes romans pour ados sont pas que pour ados, sont aussi pour les adultes. Donc, quand on me dit, hey, j'ai lu tous tes romans, qu'est-ce que je peux lire d'autre? Ben, mes romans pour ados et même mes romans pour enfants aussi. Je suis la même personne. Puis si on apprécie ce que j'écris, ben, tu vas retrouver un peu mon ADN à différentes hauteurs. Là. Tu sais, je regarde directement le personnage. Moi, l'idée, c'est juste d'être honnête par rapport à l'âge de mon personnage. Si mon personnage a 10 ans, je vais pas lui faire vivre nécessairement une vie érotique parce que j'en avais. Tu sais, mon propre baromètre, c'est moi. Là. Tu sais, je pense que la plupart des auteurs, on a ça. On est notre baromètre. En tout cas, j'aime dire que j'ai l'enfance à fleur de peau. Fait que je me dis, 10 ans, c'est quoi? Mon honnêteté, j'étais là. Est-ce que j'avais des désirs? Oui, j'en avais des désirs. C'était des désirs très bizarres. Mais j'en avais. Moi, je comprends que le désir, ça m'a habité toujours. Je parle pas de désir érotique, je parle de désir. Des grands désirs. Quelque chose qui fait vibrer. Ça a tout le temps été là en moi. Puis j'ai toujours écrit à partir de ça. À partir du manque, à partir du rêve, à partir du. Et donc, je vais continuer à pas me poser trop de questions là-dessus, puis à y aller. Puis même une fois, là, j'ai vu ce livre-là dans une classe, à côté de... C'était une classe de maternelle, donc c'était les Simon et moi. Donc, par exemple, il y a les rimes de Simon, les règles de Simon, Simon est capable. Puis c'est des livres très ludiques. À côté de ce livre-là, qui a l'air très ludique aussi. Géolocaliser l'amour. Puis là... tu sais, la couleur jus de raisin. Puis là, je fais. Puis là, tu sais, il y a quand même un pénis sur la couverture, là. Puis là, je fais, oups, les professeurs. Puis là, on est dans la bibliothèque, je fais, mais je me sentais comme mal. Puis là, les professeurs font. Le professeur dit, oui, mais tu sais, on le fait venir à l'école parce qu'il y a des adultes tous à l'école, là, tu sais, on est des. Les Moi, profs. j'ai trouvé ça le fun que le. Moi, On est là. je l'ai comme protégé en disant, oui, mais attends, tu sais. Là, j'étais en train de faire le censeur, là, mais attention, mon livre, soit un roman pour enfants. Là, il dit non, je le sais, mais il est de toi, puis on te reçoit à la bibliothèque, puis les professeurs, nous autres aussi, on emprunte des livres, fait qu'on l'a fait venir pour nous. Je fais, j'ai trouvé ça cool qu'elle dise ça parce que c'est complètement. On veut tellement protéger nos enfants. On dit tout par ça que. Je rentrais dans ce discours-là en faisant, mais attention, c'est pas un livre pour eux. Mais non, on le sait. C'est pour nous. C'est pour nous. Ah, ben oui, c'est pour eux. Ils ont le droit, eux aussi, de lire des livres à la bibliothèque de leur école. Ben J'ai oui. trouvé ça le fun qu'ils pensent à eux aussi, de faire un auteur, cet auteur-là qu'on a reçu. Il a écrit aussi des livres pour les plus grands. Je pense que l'enfant comprend. L'enfant va se dire, ah, c'est pas pour moi. Non, puis peut-être que ça va Il ouvrir va une proposer porte à sa mère. ses parents. C'est ça, d'arriver à la maison puis de dire Simon est venu, il y a un livre pour moi puis il y a un livre pour toi. Exactement. Ouais. Ça, c'est-tu le fun? C'est Moi, un je le beau vois partage. dans les salons du livre, là, moi, je me sens bien choyé parce que je vois des familles arriver devant moi. Puis quand je signe, j'en signe un pour le papa, la maman, la grand-mère, les petits-enfants, l'adolescent. Je trouve ça le fun de dire, hey, je peux m'adresser à tout le monde dans ce gang-là. J'ai Ouais. pas... Tu sais, des fois, mettons, je pense à plein d'auteurs qui
se dévoue essentiellement à la Oui, je littérature pense pas jeunesse. que Patrick Sénécal, disons, toute une famille qui vient... Je pense pas, peut-être pas. Tu sais, je pense que ça, c'est une des affaires dont je suis assez fier, c'est de pouvoir m'adresser à tout le monde. Puis il y a ça en moi, ça me ressemble, de vouloir m'adresser à tout le monde, sans discrimination aucune. Mais c'est beau, ça, de pouvoir, parce que c'est vraiment un défi dans l'art d'essayer de rassembler les générations. Puis ça, c'est le Puis soir là, en télé, là. c'est ça. On appelle ça le co-viewing. C'est ce que recherchent tout le temps les diffuseurs. Ouais, Le ouais. co-viewing, c'est la série qu'on va regarder, les parents regardent ça avec leurs ados ou leurs enfants. Quand j'ai fait 6 degrés, c'était du vrai co-viewing. C'était l'histoire d'une famille. Donc, on voyait, il y avait des drames vécus par les parents. Il y avait des drames vécus par les ados. Puis il y avait aussi un petit frère, une petite sœur qui était beaucoup plus jeune, qui vivait des petits drames. Donc, on avait une vraie famille à l'écran. On peut s'identifier. Et puis ça, là, on m'en a beaucoup parlé. On la regardait en famille parce qu'il y en avait pour tout le monde. Il y avait le drame du père qui avait réfréné son rêve de faire du photoreportage, puis qui était comme le père à la maison, qui avait une plus grande charge. Je trouvais ça intéressant de montrer cette image-là d'un père hyper maternant avec sa grande progéniture, puis la mère, c'était plus une entrepreneur, une femme de tête, puis c'est une femme qui venait du Mexique, puis bon, je trouvais ça le fun, elle était vraiment dans l'empowerment. Puis là, dans la saison 3, il réalisait qu'il avait mis de côté un de ses rêves, puis elle le réalisait, donc elle lui laissait de l'espace, puis cet équilibre-là, je le trouvais beau à l'écran, puis il y a beaucoup de parents qui m'en ont parlé, c'est une série plus pour ados. Ah, mais c'est une super belle série. Moi, j'ai adoré merci, ça, vraiment. Merci beaucoup. Je suis bien heureux d'avoir fait Il y a une 3 série. saisons. 3 saisons. Ouais. 3 saisons. J'ai fait ça dans... C'était le fun. C'était mon premier projet solo aussi. Puis ça, c'est une idée complètement originale de toi, le 6 degrés. Ouais. Là. C'est pas inspiré d'un roman. C'est inspiré d'un album que j'avais publié qui s'appelait Florence et Léon, qui était une rencontre entre... En fait, c'est 2 de mes amis. J'ai une amie qui a la fibrose kystique qui m'avait expliqué c'est comme si je respirais par le trou d'une paille, que m'avait redit Dave Saint-Pierre quand je travaillais avec lui au centre de photocopie. Il y avait la fibrose, puis il m'avait parlé de ça. Et j'ai un ami méridique qui est malvoyant. À notre première rencontre, il m'a dit « Je vois la vie à travers le trou d'une paille. » Il voyait 6 degrés sur les 180 disponibles. Et tout de suite, j'avais tricoté un lien avec mon ami qui a la fibrose kystique, comment la paille devenait un objet symbolique pour se glisser dans la peau de l'autre. Donc, j'avais inventé une collision entre Florence et Léon. Ils vont dans un café pour apprendre à se connaître. Puis avec la paille de leur jus, ils se mettent dans la peau de l'autre. Donc, Florence regardait Léon par le trou de la paille pour voir ce qu'il voit. Et Léon respirait par le trou de la paille pour respirer l'air qu'elle respirait. Puis donc, cette histoire-là a été traduite en plusieurs langues, en anglais, en braille, en coréen. En tout cas, j'ai eu plusieurs traductions. Puis j'ai envie de le lire. C'est une histoire toute simple. Hein? C'est un album tout simple. Puis quand Encore Télé m'avait contacté, on aimerait ça que tu écrives sur la malvoyance. Ben, j'ai déjà écrit là-dessus. Puis là, je leur ai fait lire l'album. Ils ont fait mais c'est tellement une bonne histoire. Est-ce que tu voudrais l'adapter en série télé? Puis là, moi, j'avais fait plein de projets qui n'avaient jamais marché. Fait que je savais que c'était bien compliqué écrire pour la télé. À la télé, tu parles? À la télé. Okay. À la télé, c'était vraiment un milieu qui ne m'intéressait plus. Ça m'intéressait beaucoup. Quand j'ai commencé là, à écrire des romans puis du théâtre, la télé m'intéressait. J'avais écrit pour Tactique. Puis après ça, j'avais voulu écrire une série télé, puis finalement, ça n'a pas marché. Une série pour la jeunesse est devenue Au beau débarras, 3 livres que j'ai publiés. Mais c'était un projet de série télé qui a été inabouti. Puis là, finalement, on m'a demandé d'écrire Passe-Partout parce qu'il y avait des liens avec Passe-Partout là-dedans. Mais j'étais un peu resté sur ma faim de faire c'est compliqué d'écrire pour la télé. Fait que quand ils m'ont demandé ça, j'étais allé un peu à reculons en me disant ça marchera jamais. J'y croyais plus. J'avais eu plein de projets auxquels j'avais cru, puis on avait tout le temps tiré la plug. Puis fait que j'ai fait à temps perdu, d'accord. Et tout a marché vite. J'ai bâti l'histoire rapidement. Radio-Canada avait embarqué. On appelle ça en développement. Donc, je suis payé pour écrire 2 épisodes. Il y a ça, on en commande un 3e. Puis là, au 4e, on fait OK, on s'en va en production. Ça veut dire que là, il fallait que j'en écrive 10 autres durant l'année. Il y a quand même une petite période de stand-by, c'est pas sûr, il faut que tu fasses tes preuves. C'est tout le temps ça. Encore tant d'années après, là, ça fait peut-être, je sais pas, 7-8 ans que je fais ça. J'ai encore ça. C'est ce qu'on appelle les pilotes, non? C'est pas vraiment des pilotes. Ça, c'est plus aux États-Unis. Au Québec, on fait pas vraiment, on n'a pas l'argent pour tourner un pilote. Donc, on fait
on appelle ça du développement. On écrit des épisodes, on est payé pour les écrire. Puis, dans la grille de programmation, mettons, Nouveau, Crave, TVA, Télé-Québec, Radio-Canada, Décide. Il y en a d'autres, TV5 Uni. Là, j'ai un projet avec eux. Il y a Série Plus. Il y a Netflix maintenant. Il y a Prime un peu. Mais tu sais, il n'y en a pas beaucoup. Là, il y a ça. Puis là, quand on dit non partout, ben, ton projet, à un moment donné, on tire la plug. Mais quand tu es en développement, tu es payé. Puis tu espères juste de tomber dans la programmation. Puis qu'on te dise, on part en production. Puis là, on m'a dit, on part en production. J'en fait, j'étais à New York avec mon chum. Puis j'ai fait, genre une série à moi tout seul. Tu sais, c'est mon projet, c'est ma petite idée. J'en revenais pas. Parce que surtout, t'avais un peu abandonné. J'avais un peu, j'étais plus là. C'était comme, non, là, ça me tente plus de vivre la déception de... Puis, c'est un regain. C'est un regain, puis en même temps, c'est un milieu difficile, la télé, parce que il y a 1 an et demi, j'ai eu beaucoup j'avais du développement, c'est le fun du développement, mais à un moment donné, quand t'écris, j'ai eu plein de projets que j'ai écrits pendant 2-3 ans. Dans l'œuf, puis ça me meurt. Puis oui, j'ai été payé, mais personne... Moi, j'aime ça qu'il y ait une finalité. Moi, quand j'écris un roman, je sais qu'il va être publié. Tu sais, je sais que ça va exister. Je n'écris pas que pour moi. Sinon, je pense pas que j'écrirais. Moi, j'écris vraiment pour être tourné vers l'autre. C'est le métier que j'ai choisi. Faut qu'il y ait... Une finalité de rencontre. J'ai besoin de la finalité. Puis donc, écrire... Il y en a qui sont heureux de faire du développement. Puis Serge Boucher, le grand dramaturge et scénariste, on a mangé ensemble dernièrement, puis il me disait, moi, je pourrais juste écrire pour moi, puis ça serait jamais tourné, ça me dérangerait pas. Je fais, ah mon Dieu, moi, je suis pas heureux là-dedans. Donc, j'avais décidé il y a 1 an et demi que c'était fini. J'avais eu trop de déceptions. Puis la semaine d'après, il y avait un projet qui était comme stand-by. Finalement, on part en production. Je fais, bon, je vais l'écrire là. Puis là, finalement, j'ai un autre projet. Puis non, finalement, je me retrouve avec 3 autres projets. Mais pendant 2 ans, après Chouchou, il y a tout ce que j'ai écrit, il n'y a rien qui a marché. Parce que dans la ligne du temps, je me rappelle plus qu'est-ce qui est venu en premier, Chouchou ou 6 degrés, mettons? 6 degrés. Alors, j'ai fait saison 1, 2. Saison 3, ça a été après Chouchou. Donc, pour ça s'est comme intercalé. Puis j'ai fait 2 séries web à travers ça, que j'ai adoré. Mais j'adore le web. J'adore le web parce qu'il y a moins d'argent. Et donc, il y a moins de gens qui te disent quoi faire. C'est ça. T'as tout compris. Ouais. Puis moi, c'est vraiment pas l'argent, mon carburant, c'est vraiment la liberté. Ouais. Puis il y a beaucoup plus de liberté dans la série web. Moi, j'en ferais plus des séries web si c'était possible. Mais c'est juste que, pour un producteur, ils font moins d'argent. Tout le monde fait moins d'argent, mais moi, ça me dérange pas. Moi, c'est vraiment juste pour créer de façon créative. Parce que on se rapproche du théâtre. Je sais que c'est pas du théâtre, mais dans le théâtre, c'est que t'as pas d'argent. Fait que tu fais des merveilles. La contrainte déploie souvent la créativité. Puis dans la série web, les 2 que j'ai pu faire, Martine à la plage, puis J'ai localisé l'amour. J'ai localisé l'amour, j'étais très présent. J'étais là dans toutes les scènes. Puis j'ai vu comment le réalisateur était créatif. On n'avait pas d'argent. Puis comment que ça look quand même à l'écran. Il a réussi à faire des merveilles. Mais moi, je pense que c'est vraiment, tu sais, ça joue, là, moi, je suis photographe, puis tout le visuel, puis tout, mais, tu sais, quand je pense aux grosses productions qui ont full d'argent aux États-Unis ou des trucs comme ça, ils ont tellement d'argent qu'ils ont tout l'équipement que c'est full éclairé. Mais des fois, t'es comme, mais dans la vraie vie, dans cette ruelle-là, il n'y aurait pas cet éclairage-là. Ouais. C'est le clair-obscur, là. C'est ça, fait que là, tandis que là, nous, au Québec, on n'a pas l'argent pour, fait qu'on est comme, on peut pas inventer de la lumière, il faut diriger la lumière qui existe déjà. Fait que déjà là, créativement, tu vas chercher plus loin, mais ça rapporte un réalisme puis de l'émotion vraiment plus le fun que juste d'over-éclairer tout parce que t'as pas besoin de te poser la question. C'est comme les lieux qui sont moins, si je me trompe pas, parce que je suis pas dans ce milieu-là, au Québec, on est moins dans les studios puis on est plus dans on est dans un appart dans Rosemont pour le vrai. Fait tout le temps, puis même t'identifies. On est un peu plus gonzo quand on n'a pas, tu sais, il y a quelque chose de plus, c'est ça, tu sais, c'est un peu plus à la fois comme je te pousse, puis ça, j'aime ça. Puis tu parlais de réalisme, mais il y a aussi la possibilité de décoller du réel. Puis dans Je calais l'amour, j'avais le fantasme de... Parce que je me disais, hey, des textos à l'écran, là, on voit ça partout maintenant. Y a-t-il une façon de réinventer ça? Le côté bien contemporain, je me suis dit, moi, là, j'ai chez moi un rétroprojecteur. J'aimerais ça écrire. Tu sais, au départ, c'était ça l'idée. Mais tu l'avais sur scène, non? Dans ta version sur scène de Géolocaliser l'amour, t'avais pas un projecteur? Non, c'est quand j'ai fait Martine à la plage, on avait un rétro dans une pièce. Moi, j'aime beaucoup le low-tech. J'ai toujours aimé le low-tech. Tu sais, j'ai fait un spectacle qui était
les feux de la rampe, c'était des Light Bright. C'était un jeu quand j'étais jeune avec des oui, pinouches. oui. Tu sais, j'aime beaucoup ce qui est les jouets de mon enfant. Dans Martine à la plage, le micro, c'était un micro Fisher-Price. Ça sonnait cacane. J'aimais ça. C'était comme distorsionné. J'aime ça, moi. J'ai beaucoup fait ça au théâtre. Tout acheté au Village des Valeurs puis à la boutique Renaissance. Les costumes, c'était pas là qu'on investissait. C'était vraiment sur le temps qu'on se donnait en répétition. Mais c'était comme j'ai appris à faire du théâtre, là, pour vrai, en étant moniteur de théâtre dans un camp de jour avec un tas de vêtements. Puis quand j'ai vu que, tu sais, le Théâtre du Soleil à Paris, là, Ariane Mouchkine, c'est du théâtre de moniteur de camp de jour, là. Prends des vêtements là-dedans puis fais un personnage. Fais-moi vivre de quoi Moi, avec j'aime ça, le côté Ouais. bric-à-brac, ça me plaisait. Je me dis, mais dans la série web, je peux-tu avoir une trace de ça? Je trouvais que le rétroprojecteur me permettait donc plein, plein d'acteurs qu'on n'a pas pu avoir. Mettons, il y a un moment donné où mon personnage fait un threesome. Je dessinais, je le projetais, puis j'allais dans le lit avec les deux gars. C'est tellement plus. T'as pas d'argent, mais on le voit. On m'en a parlé, là, tu sais. Il voit une fille dans une classe, puis il dit, ah, t'as les sourcils de ton père. Puis on n'avait pas trouvé d'acteurs qui avaient. J'ai pas besoin de trouver. Il y avait des acteurs qui ont des gros sourcils, mais j'avais juste à le dessiner, des gros sourcils. C'était tellement le fun de faire, hey, on n'a pas les sous pour avoir cet acteur-là. On va le dessiner. Il n'y a pas de C'est problème. parfait. Mais c'est ça. J'ai trouvé ça le fun. C'est super ludique. Bon, c'est sûr que ce discours-là, faut pas trop l'entendre parce qu'on va se dire en télé, Ils en on n'a ont pas besoin d'argent. Ouais, Non, ouais. on a besoin d'argent. Oui. Mais c'est juste que moi, comme je viens du théâtre, pas d'argent, j'aime ça me débrouiller. J'aime la liberté de ce manque d'argent-là en série web. Moi, j'y vois un intérêt. Puis j'aime aussi le format qui est souple. Tu sais, nous, on rentre tout le temps dans un 22 minutes ou un 44 minutes. Puis moi, des fois, on écrit tout le temps trop. J'écris, mettons, un 32 pages pour un 22 minutes, puis un 66, mettons, pages pour un 44. Puis donc, ça veut dire qu'on sacrifie souvent plein de scènes, ou des fois, on coupe dans des répliques, mais des fois, c'est une scène qui était peut-être pas vitale, mais qui mettait en lumière, qui faisait sourire parce qu'à la fin, tu faisais « Ah, ça, c'est un clin d'œil, mais t'as enlevé la scène. » Alors qu'en série web, ça, tu peux le garder. T'as pas à faire ces coupures-là. Que moi, j'aime ça, le format du web où si l'épisode dure 24 minutes, on s'en fout. Mm-hmm. Il peut durer 10 minutes ou 24, on s'en fout. Puis, Il y a moins de code. Le temps file, là. Moi, j'ai comme plein de petites questions. Ouais. Peut-être pas en rafale, mais si on reste sur géolocaliser l'amour, est-ce que tu as une mouture préférée entre le livre, la version sur scène et la version à la TV? Non, parce que sincèrement, pour moi, c'est des vases communicants. Tu sais, c'est la même histoire qui se déploie dans différents écrins. J'aime essayer différents formats. J'ai eu du plaisir dans chacune de ces versions-là. Peut-être que, mettons, la version télé web, c'était le fun parce qu'on était une grosse équipe. Puis, il y a un côté grisant de ça parce que l'autre, la version théâtrale, c'était un solo. On était 3 sur scène, mais je portais les mots seul. Je pense que celle-là était stimulante, peut-être un peu plus parce que cet effet de gang-là, tu sais, que tout le monde embarque dans mon... Ça élevait le récit. Là. Ça m'a fait bien plaisir. C'est un de mes plus beaux souvenirs de création, je pense. C'est tu sais, j'aime vraiment les 3 versions, mais la version web, ça a tellement été le fun. C'est un beau moment de ma vie. J'étais heureux de tourner ça. Je me sentais bien sur le plateau. Puis quand je le regarde, je suis heureux de ce que ça donne. Mon seul regret lié à ça, c'est que moi, à ce moment-là, je suis quelqu'un de très gêné. Je sais que j'ai pas l'air gêné, mais je vous assure, quelqu'un de très pudique. Puis je suis quelqu'un qui est pas à l'aise quand je connais pas les gens. Et donc, il a été sélectionné en plein de festivals où je ne suis jamais allé. On a remporté des prix en Argentine, en Italie, puis je suis pas allé. J'ai pas accompagné la série parce que ça me gênait, parce que ça me... Est-ce que tu penses que ça te gênait davantage parce que dans la série, t'es aussi à l'écran, donc t'es pas juste l'idéateur derrière?
Non, parce que tu Non. vois, je pense que j'aurais aimé ça l'apporter en tant qu'acteur aussi. Ok. Non, pas du tout. Là, tu vois, mettons, là, je viens de changer. Là, je viens de changer il y a un mois ou deux. J'étais allé à Cannes Série. J'avais une série qui va paraître bientôt qui s'appelle M'infiltrer dans ta vie, dans laquelle je joue. Et on a tourné ça en octobre dernier. Ça a été diffusé 2026, là, c'est loin, à TV5 Uni. Puis on est allé à Cannes Série, puis moi, je pensais pas y aller. Là. Je me dis, mais toute l'équipe y va. Bah, je manque Cannes Série. Ça reviendra sans doute jamais dans ma vie. Je vais y aller. J'ai tellement aimé ça, accompagner une série. Je pensais pas que j'aimerais ça autant. Moi qui aime bien ça être à la maison, je fais, hey non, sinon c'est un trip de gang incroyable. T'es avec le réalisateur, t'es avec les. Puis donc, j'ai regretté de ne pas avoir accompagné 6 degrés. J'ai pas voulu, on m'avait invité à Banff, on avait gagné, puis j'étais pas allé, puis je m'étais dit, c'est correct. Puis je l'ai accompagné à Banff, puis on a gagné. Puis j'étais vraiment sur un nuage. Je me oh mon Dieu. Parce que je suis pas vraiment glamour dans la vie. Vraiment pas. J'étais en costume de bain présentement. Puis je suis pas quelqu'un de glamour partout. Puis, mais il y a un côté, comme dit Serge Boucher, parce que Serge, c'était mon professeur au secondaire. Ça a été quelqu'un d'important dans ma vie. C'était le premier artiste que j'ai pu côtoyer, puis donc il m'a fait croire que ça se pouvait. J'ai eu une chance quand même de côtoyer un artiste. Puis Serge, il me dit, tu sais, Simon, des fois, on peut jouer à la grande dame. C'est vrai. Je peux jouer à la grande dame puis d'être reçu. Ben oui. C'est pas ça ma réalité. C'est pas ça mon métier. Mais une fois dans ton année, puis là, j'ai comme été. Je suis pas genre, je veux revivre Cannes, c'est pas ça, là. Mais j'ai trouvé ça assez le fun. Je pourrais me le repermettre. Que c'est comme une bulle qui est pas du tout mon métier, mais c'est comme aller au gala Gémeaux, tu sais, des galas des Gémeaux, tu fais, c'est pas ça la vie, là. Mais De temps en temps. Ça Mais peut en c'est faire drôle. partie. Ça me fait C'est penser drôle. à tantôt quand on parlait de c'est correct que l'art, des fois, te dérange. Tu sais. Ouais. C'est un peu ça le fait même partie- challenge que C'est ça que- t'a dérangé, mais tu l'as fait puis C'est que tu j'ai pas l'as accompli. l'impression d'appartenir à ce monde-là. Mm. C'est pas mon monde à moi, ça. Mais en même temps, je me dis, je suis sans doute pas le seul qui se dit ça. On doit Ouais. tous se dire ça. C'est pas notre monde, c'est pas notre réalité. Ah, il y en a peut-être quelques-uns qui vivent ça souvent, mais la plupart, je regardais là, on est tous un peu dépassés par ce qu'on vit. Je suis pas le seul là, qui vit Ah ça. ouais. Avec ça, je me dis, hey, pourquoi je vois pas plus? Puis oui, souvent, t'as plus de chances d'être déçu, mais juste le vivre en gang. À Cannes, on n'a pas gagné, là, mais on a vécu quelque chose d'incroyable. On Ben, était c'est le tous ensemble. sentiment d'appartenance, j'imagine, de Ouais. sentir que tu fais partie d'un tout, puis Ouais. les grands rassemblements de masse sont rares dans ces milieux-là de célébration. Fait que Oui, puis faut tu en vois, t'es profiter là. parfois. Est-ce qu'on écrit une saison 2? J'ai bien plus envie d'écrire une saison 2. J'ai tripé avec eux. J'ai passé une semaine avec eux à Cannes. Oui. J'ai envie de leur écrire une saison Ça 2. rapproche les Ça moments comme rapproche. ça. Puis j'ai parlé avec ma monteuse. J'ai jamais parlé avec aucun de mes monteurs parce que je vais pas dans ces événements-là. Puis j'ai fait, hey, je suis dans un party à Cannes sur la plage avec la monteuse de ma série. Je peux poser toutes les questions que j'ai jamais osé poser. Parce que monter un show, c'est une forme de réécriture. Puis donc, j'ai demandé, je sais ça pourquoi? Puis elle m'expliquait ses choix. J'ai dit, mon Dieu, elle est brillante. Et elle me dit, j'ai choisi telle scène parce que j'étais allé chercher telle. Ah, mon Dieu. Je trouvais qu'elle était brillante. Mhm. J'ai aimé ça. Puis j'aurais peut-être pas eu cette discussion-là à Montréal. Je l'aurais pas appelé la monteuse pour faire explique-moi tes Pourquoi? décisions. tu sais. Ouais. Ouais. Puis, mettons Nice. qu'on y va turbo vite, est-ce que Simon Boulris s'écrit à la main ou à l'ordi quand il y a une idée? À l'ordi, malheureusement. J'ai souvent un cahier avec moi, mais de moins en moins. On dirait qu'avec le temps, j'ai un cahier dans lequel Ouais. je note des bouts de papier. J'aime beaucoup écrire à la main, mais je suis plus rapide à l'ordi. Puis aussi, je me dis, ça reste. Tu sais, je Ouais. sauvegarde, puis Puis un bout de papier. t'écris, ton contexte idéal, c'est dans le silence ou avec de la musique, un Dans le ambiance? silence. Dans le silence. Dans le silence. Au départ, avant, je pensais que la musique était un stimulant. Puis finalement, je réalise que que le silence est encore plus stimulant pour moi. Mm. On dirait qu'il y a plus d'espace dans le silence. Ah, c'est beau. Qui veut aussi dire, par contre, que j'aime les moments de musique là, quand on dirait que je respecte plus la musique quand la musique vient. Ouais. Est-ce que, parce que là, vu que tu écris beaucoup pour des projets, de la télé, des livres, est-ce qu'il y a des moments où tu te permets d'écrire pour quelque chose qui t'appartient à toi, qui va toujours rester dans ton moment à toi, Dans tes mes mots? tiroirs? Ouais, tu sais. Ou. Pas tant, tu sais, j'ai pas de journaux intimes, j'ai par contre, des fois, j'ai écrit des trucs, je me dis, ça existera jamais, mais
j'écris constamment, j'écris tous les jours. Il y a des affaires qui sont jamais publiées parce qu'elles sont pas assez bonnes ou parce qu'elles sont pas pertinentes ou parce que finalement elles sont pas trop intimes. Il y a rien pour moi de trop intime parce que j'aime la sincérité puis j'aime aller dans ces zones-là, dans l'écriture. Donc, souvent, quand c'est très intime, je vais me mettre dans la peau d'un personnage et me dis ni vu ni connu. Mais genre, ça vit, puis c'est incarné pour moi parce que je l'ai pensé ou je l'ai vécu ou je l'ai. Mais donc, je me dis tout le temps, quand c'est pas sorti, je dis, peut-être que c'est pas. Il y a des projets qui sont pas abandonnés, mais qui sont en jachère. Moi, j'appelle ça en jachère. Je les laisse reposer. Je vais y revenir. C'est pas le bon moment, mais j'ai beaucoup trop de projets. C'est ça mon problème. J'en ai tout le temps une quinzaine en même temps. Puis là, des fois, je fais qu'est-ce que j'écris aujourd'hui? J'ai trop d'affaires qui me stimulent. Puis tu sais, il y en a qui, justement, c'est peut-être pour dans plus tard. Là, quand j'écris aussi, j'ai des idées où j'ai été capable de le faire sur scène 5 ans après avoir écrit cette note-là dans mon téléphone. T'sais. Parce que le 5 ans, c'était peut-être pas le bon moment. Clair, c'était pas fini. Pas le bon moment. Moi, je crois à ça en tant que lecteur, c'est pas le bon moment, mais aussi en tant qu'artiste de faire. C'est une très bonne idée. J'ai pas le feu présentement pour écrire ça. Ça veut pas dire que je le ferai jamais. Mm-hmm. Je mets ça de côté, puis quand je vais être animé par ce feu-là, je vais plonger dans ce projet. Ouais, dans la position de lecteur, ça me fait penser à ce que Émile Pourcloutier avait dit. Il avait dit une bibliothèque, c'est comme une cave à vin, c'est comme un cellier, puis que des livres, c'est comme des bonnes bouteilles de vin. Des fois, il y en a qu'il faut que tu attendes qu'ils vieillissent, puis le bon moment pour le lire. Tellement d'accord, je me rappelle que adoré. Oui, moi, je bois pas de vin, mais je comprends l'idée. Je comprends complètement l'idée parce que c'est ma cave à vin à moi. Ouais. Les livres, il y a des livres, là, tu sais, je fais, ça, c'est un beau projet. Tu sais, des fois, moi, j'ai fait Big Brother cette année, puis les projets que je mettais tout le temps de côté, je fais, ben là, avec Big Brother, j'ai lu tout le temps. J'ai lu mon livre de 1100 pages que je voulais lire depuis longtemps. Je l'ai lu. C'est un projet. On termine ça avec tes recommandations culturelles québécoises du moment, mais je vais peut-être en profiter parce qu'on ne l'a pas nommé sans s'en être parlé. Moi puis Émilie, notre recommandation, c'est notre préféré livre de toi, c'est Danser a cappella. Fait que ça, c'est notre recommandation. Ouais, mais toi, qu'est-ce que tu as envie de dire au public québécois d'écouter, d'aller voir, de lire en ce moment? Un livre que je viens d'achever. Là, on pense toujours à l'œuvre qu'on vient de terminer. C'est un essai sur c'est Nathalie Platt, qui est une psychanalyste. Psychologue, je pense. Elle est peut-être psychologue. Elle aime beaucoup la psychanalyse, mais je pense qu'elle est psychologue. Elle intervient souvent à l'émission de Marie-Louise Arsenault, Tout peut arriver. Je l'ai connue d'abord comme ça. Et elle a écrit un essai récit, c'est plus un récit peut-être, qui s'appelle Mourir de froid, c'est beau, c'est long, c'est délicieux. Oh. Et c'est un extrait d'une chanson de Richard Desjardins. D'ailleurs, il y a beaucoup d'extraits de Desjardins dans les titres. Et donc, c'est un récit dans lequel elle s'adresse à son ex-amoureux qui était psychotique, qui a donné envie d'aller dans ce milieu-là, de comprendre la psyché humaine et dont elle est éperdument amoureuse. C'est une grande romantique. Et c'est superbement écrit, c'est très, très touchant. C'est vraiment très beau, c'est très bien écrit. Vraiment, ça a été une superbe découverte. Moi, je la trouvais brillante en l'écoutant à la radio. Genre, j'aurais aimé son écriture et j'étais vraiment souvent bouleversé par sa sincérité. C'est une femme brillante, mais qui va vraiment dans l'espèce d'absolu quand t'es adolescente, puis que tu tombes amoureuse, puis que le beau grand gars de 6 pieds 4 s'intéresse à toi, puis comme elle se sent valorisée d'un coup, puis là, il y a plein de beaux moments dans ce récit-là, qui est près de l'essai aussi. Donc, ce serait ma recommandation en lecture. Évidemment, je suis pas original, mais Empathie, c'est une des plus belles séries que j'ai vues dans les derniers temps. Tout le monde attend la saison 2 avec grande impatience. J'ai spécialement aimé. Le jeu est exceptionnel. On parle pas assez, je trouve, de la réalisation, qui est incroyable. Je trouve que... Moi, les métaphores artistiques de cette saison-là, je pense que c'était une des rares fois où je voyais de la danse à l'écran et que c'était pas, excusez-moi, mais quétaine, surtout l'image de la ballerine. Là, c'était de toute beauté, ça prenait tout son sens. C'est incarné. Et l'histoire d'amour avec son amoureuse, qui est jouée par Kim Despatie, et avec... Il y a une scène que, tu sais, avant, j'ai écouté une semaine en retard, puis là, tout le monde disait la scène de la porte patio. Qu'est-ce qu'elle est la scène de la porte patio? Allez écouter la scène de la porte patio. C'est vraiment une scène qui, pour moi, pourrait rester. Là. C'est une scène vraiment, vraiment puissante.
Fait que j'aime la sincérité de Florence. Au cinéma, qu'est-ce que j'ai... j'ai beaucoup ri, j'allais voir Menteuse. J'allais voir Menteuse tout récemment. Mon Dieu, que des acteurs comiques incroyables. Catherine Chabot, mon Dieu, Pierrette Robitaille, mon Dieu, c'est un joyau. Pierrette Robitaille, t'es un joyau. C'est incroyable. Elle est incroyable. Pour vrai. Puis Anne-Elisabeth Bossé, tu sais, c'est vraiment, je trouve ça le fun d'avoir... Oui, les acteurs sont formidables, mais c'est surtout un film d'actrice. Oui, ben, ça me fait penser à Deux femmes en or aussi. Absolument, absolument. Les femmes à l'écran cette année, là, absolument. dans avec des jeux. Ça fait du aussi. bien. Oui, c'est ça, d'avoir donc des femmes des actrices de grand talent dans la comédie. Tu sais, on a souvent... Et dans le contraste. Oh, absolument. Une comédie qui est comme nuancée un tout à peu. fait, Puis, tout à fait. Ouais. Hey, merci d'avoir été des nôtres. On Pour aurait vrai, pu, je pense, parler pendant encore 2 heures. Ben oui. Mais... Puis c'est vraiment une belle découverte. Là, on dirait, j'ai juste tout le temps envie de sourire quand je te regarde. Je trouve ça. Je suis comme. Content d'évoquer ça, c'est plus fun que l'inverse. Bref, fallait que je le dise. Là. Depuis tantôt, je suis comme. Je parle pas, mais j'ai le sourire. Mais ouais, merci d'avoir été là. C'est vraiment un grand pertinent. plaisir. Merci. J'ai bien aimé ça, les filles. Merci à vous. Merci.